Happy Boulot, le Focus RH. Et comme promis pour ce premier numéro de l'année, on vous dévoile les 5 priorités RH de 2024, en tout cas celles qu'on a décidé de retenir avec nos deux invités. Yannick Mercieris, bienvenue Yannick. Bien, merci. Bah oui, bienvenue dans Happy Boulot. Ouais, bienvenue début de l'année, c'est pour ça que je me souhaite bienvenue aussi sur le plateau. Exactement, mais vous avez raison. Et on a l'occasion de vous voir aussi dans cette émission à travers la carte blanche. Cette fois-ci, vous êtes avec nous en plateau, Yannick. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de The Daily Soil et avec nous également Nolwenn Pigot. Bonjour. Bonjour Nolwenn, vous êtes directrice marketing tech data chez Golden Bees Figaro Classified. Votre mission, mettre les RH au cœur de nos entreprises. Et pour 2024, vous avez donc identifié quelques priorités qu'on a décidé de reprendre dans cette émission et que nous allons détailler tout de suite. La première, la gouvernance. Capitale en 2024, il faut revoir, peut-être changer aussi de posture quand on est dans les RH sur cette question de la gouvernance? Complètement, parce qu'en fait, on se rend compte que les RH, ils sont soit dans une posture d'acceptation ou d'opposition avec des complexités autour du budget. Ils doivent adresser des bassins d'audience en pénurie. Ils doivent gérer les directeurs. Ils doivent gérer les managers qui doivent recruter des profils spécifiques et ils doivent faire leur travail. Donc ça fait beaucoup de choses. Ils doivent être intégrés finalement dans une organisation un peu globale et ils ont un rôle clé à jouer finalement pour que le recrutement se passe bien. Ouais. Voilà. Et ils sont aussi au cœur de la stratégie business de l'entreprise. Comme ils sont garants, enfin toute entreprise a pour vocation de faire de la valeur, de créer de la valeur. Qui crée de la valeur? Les collaborateurs. Qui gère les collaborateurs? Les RH. Donc si on veut avoir une bonne performance économique, il faut une bonne performance, on va dire, sociale. Ouais. Et c'est en ça que les RH ont un rôle prépondérant, important dans la création de valeur et donc dans le business aussi. On l'oublie souvent. À travers le feedback aussi, dont on parle beaucoup dans cette émission, c'est aussi la mission des managers et des RH. Il faut insister encore plus là-dessus cette année. Feedback, oui, mais au global, toute la transparence et un peu de pédagogie sur les métiers. On dit souvent RH, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a des métiers RH avec plein de spécificités et ça, il faut aussi savoir le redescendre ou le faire comprendre à chacun. Et ça, c'est hyper important. Sur la gouvernance, tu as raison, c'est le sujet en fait du central. Comment est-ce que le central va se nourrir du terrain et comment est-ce que le terrain va venir nourrir du coup le central qui doit apporter une vision. Et souvent, sur le problème du métier du RH, c'est que c'est quelque chose de très généraliste. Ils ont plein de tâches à faire et c'est là où la gouvernance redevient importante pour savoir trier, prioriser, organiser tout ça et que ce soit tout simplement opérationnel au quotidien. Et on en vient justement à la deuxième priorité RH pour cette année 2024, impliquer les managers pour qu'ils soient aussi capables de faire tout ça. Ils ont leur rôle à jouer dans plein de choses. La qualité du recrutement, on en a aussi beaucoup parlé en 2023. Comment faire des bons recrutements? Déjà, le manager, c'est celui qui va accueillir le collaborateur pour faire un métier spécifique. Donc, si ça lui va pas, déjà, ça va pas marcher. Donc, le recruteur, son boulot, c'est de faire en sorte que les CV qui vont arriver dans l'entreprise correspondent au profil attendu pour que l'entretien se passe bien et pour que le collaborateur puisse trouver ses marques. Donc, s'il y a un problème déjà sur l'offre d'emploi, parce que le manager est pas d'accord ou que ça lui va pas à la fin quand il reçoit la personne. Donc, il faut la concertation. Exactement. Et on revient au sujet de la gouvernance, c'est-à-dire partage d'informations au-delà de la hiérarchie des projets. Si jamais on s'entend finalement sur le profil, déjà on est sûr de ne pas être déçu. Et autre chose importante, ça permet après quand on travaille la stratégie de recrutement de s'ouvrir à des profils différents. Parce qu'on peut, si on recrute un commercial par exemple, on peut très bien cibler un profil commercial, mais on peut aussi s'ouvrir à des gens qui sont en reconversion et qui feront très bien le job. Donc ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire à la personne et après ça se fera naturellement. Yannick. Et l'autre point important aussi, c'est que ça responsabilise énormément le manager. Souvent on a tendance à se renvoyer la balle. C'est un bon recrutement, un mauvais recrutement. Là, si tout le monde est dès le début dans le wagon et qu'on dit ok, on va là-dessus, on part là-dessus et surtout, comme tu l'as dit, c'est le manager finalement qui va gérer cette personne et c'est pas le RH, c'est pas le recruteur. Donc c'est hyper important que le manager soit rapidement dans le process et potentiellement dans la prise de décision aussi globale. Voire même prioritaire. Responsabilité partagée. Troisième priorité pour 2024, est-ce qu'on ne capitaliserait pas davantage sur la donnée? On va parler un peu plus tard d'intelligence artificielle, mais déjà savoir dans quoi on doit investir, à quel moment il faut le faire, quand est-ce qu'on doit recruter ou pas recruter. On a besoin d'avoir de la donnée. La data, en fait, c'est souvent un gros mot, alors que c'est primordial. La data, c'est ce qui va nous aider à prendre une décision. En fait, et ça doit pas remplacer l'humain. Pour en parler sur l'intelligence artificielle, mais la data, en fait, c'est
c'est un Excel qui va nous aider à prendre une décision, qui va nous aider à suivre une intuition ou non. Comment on fait pour battre un Excel quand on est face à son DAF qui lui a un Excel avec plein de chiffres? C'est super, mais ça manque un peu d'humain. Dans RH, il y a humain, c'est vrai, c'est important, mais si on ajoute de la data, on va avoir une prise de décision qui va être beaucoup plus forte. Nolwenn, sur la donnée. Complètement. Et puis alors, la data déjà, c'est une pièce d'information. Déjà, rien qu'un CV, c'est de la data, donc il faut pouvoir l'analyser. On le parlait tout à l'heure sur la qualité. Et l'autre chose, c'est de toute façon la fonction RH, elle est déjà cartésienne par nature. C'est une fonction qui est quand même assez administrative et tu le disais, très rattachée à la finance de base et qui est devenue de plus en plus business, donc qui doit répondre aujourd'hui à des enjeux de ROI, de KPI. Donc de toute façon, on y est déjà. On ne peut pas faire sans data aujourd'hui dans le monde des RH. Et en plus, il y a plein d'entreprises qui se sont spécialisées dessus, soit pour apporter de la réponse sur de l'optimisation publicitaire, soit sur des budgets de formation. Donc, on est obligé de monétiser aujourd'hui les actions qui sont faites. Et de le faire de plus en plus. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, la réalité qu'il faut se poser finalement quand on est recruteur et face, comme tu dis, au tableau Excel, aux contraintes de la vie, c'est dans la contrainte aussi que naît la liberté, c'est de se dire, en fait, à quel résultat je veux aboutir, et après on met en place la stratégie de moyen et on teste. Et si jamais ça va pas, ça sert à ça aussi, les analyses, on teste autre chose. Et in fine, la data redonne plus de pouvoir au RH. Ouais, c'est vrai. Plus de pouvoir, c'est intéressant. Ça marche. Ça, il faut bien. Ils ont écouté. Les RH qui regardent et qui écoutent Happy Boulot. Numéro 4, améliorer l'expérience candidat. Faire en sorte, mais ça on le dit tous les ans, mais est-ce qu'on y arrive vraiment? Pas toujours. Faire en sorte que le candidat ne se sente pas un numéro. Surtout aujourd'hui, quand on peut postuler sur LinkedIn, typiquement, parfois on a sur une annonce 1000, 2000, 5000 candidats. Qui vont pas avoir de réponse, de retour s'ils sont pas sélectionnés. Comment on fait pour améliorer cette expérience candidat? Ça déjà c'est fondamental et je dirais que c'est quelque chose de primordial parce que si l'expérience candidat est ratée, tout ce qu'on vient d'évoquer, la data, la gouvernance, le machin, ça va pas fonctionner. Donc déjà c'est réglé. Déjà, c'est compliqué de personnaliser quand on veut faire de l'acquisition. On peut avoir des messages bien travaillés par rapport à des cibles, ça c'est déjà très important, mais ce sera compliqué que ce soit vraiment individualisé. En revanche, ce qui ne doit pas être loupé, c'est que la promesse sur les messages marque employeur et sur l'offre d'emploi, elle doit se retrouver impérativement au moment des entretiens, de l'onboarding et après de la vie. Il ne faut pas que ce soit que du marketing, quoi. Exactement. En fait, c'est un équilibre pour à la fois se différencier en tant qu'entreprise, réussir à avoir des candidatures de qualité, réussir à avoir des profils intéressants, mais surtout après les garder aussi, parce que le problème c'est que parfois on va dire qu'un CV ou un profil n'est pas de qualité parce qu'en fait on n'a pas réussi à le garder. Il y a le turnover aussi qui peut être analysé a posteriori. Donc tout est lié et il y a un vrai problème aujourd'hui sur la personnalisation et je finirai sur l'alignement aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Yannick, l'alignement entre tous les points de contact qu'on peut avoir avec le futur candidat / collaborateur. Ça fait partie de l'expérience recrutement aussi, qui nous permet d'être en phase avec ce qu'on va avoir. Mais pour éviter l'écueil d'avoir 5000 candidatures, déjà si on filtre mieux, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de transparence dans l'annonce, transparence par exemple du salaire, de plein d'autres choses. Et ça aide, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je postule pas. C'est une tendance qu'on Et puis aussi peut-être d'autres techniques de recrutement, plutôt que d'aller chasser, simplement d'être désirable. Il y a ce qu'on appelle de l'inbound recruiting, c'est-à-dire le fait d'être visible sans forcément chasser. Et ça permet d'avoir du contenu plus ou moins personnalisé et de se dire ok, cette boîte elle est sympa et ça évite certaines erreurs comme le panic hiring, en fait, le fait de dire j'ai besoin de recruter comme ça dans la va-vite et finalement je recrute pas bien. Allez, il nous reste moins de 2 minutes, on termine bien sûr avec l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé en 2023, comment est-ce qu'on l'assimile en 2024, quelles sont les entreprises qui doivent la développer aussi les compétences RH autour de ces sujets-là. Il y a peut-être des entreprises aussi qui n'ont pas besoin en 2024 de l'intelligence artificielle, non? Ça va dépendre vraiment du secteur. Je pense qu'il faut se poser la question de où est-ce que l'IA peut me servir pour automatiser et mieux faire des tâches, parce qu'on confond souvent le métier et la tâche. Le métier de RH, il est beaucoup trop complexe pour être confié, comme tu sais, c'est humain avant tout, à un IA. En revanche, la rédaction des offres d'emploi, la préqualification, le fait de créer des modèles automatisés de travail, ça pour le coup on peut le confier à l'IA, et si en plus on lui donne des bases de données justement qui vont être apprenantes et qui vont faire que ce sera personnalisé pour l'entreprise, ça fera gagner du temps au RH. Yannick, aujourd'hui, c'est une étude Gartner qui nous dit que seuls 5% des leaders RH utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Ça sera sûrement plus à la fin de l'année. En réalité, on utilise tous déjà l'IA depuis très longtemps. Là, cette semi-révolution, c'est qu'on a eu ChatGPT, c'est tout. Mais sinon, l'IA, le tri de CV, c'est de l'IA. L'IA, ça reste un outil, en fait. L'IA, c'est une aide intelligente. L'objectif de ça, comme pour la data, comme pour l'intelligence artificielle,
le RH, les métiers, les fonctions RH doivent se servir de l'IA, et tout le monde, je pense, pour faciliter son travail et prendre de temps, en fait, utiliser la data, utiliser l'IA pour avoir plus de temps à passer avec l'humain. L'IA, c'est un outil créé par l'humain, donc forcément biaisé. Tout simplement. C'est à ça que ça doit servir. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Ouais. L'IA, ça doit, surtout pour finir, ça doit répondre à des objectifs. Tu parlais de la préqualification. Ouais. On peut très bien avoir des outils aujourd'hui qui permettent de mieux travailler la qualification des candidats. En 10 secondes, on l'a pas mis parce qu'on n'avait pas le temps, mais vraiment en 10 secondes, Yannick, la santé mentale, c'est aussi, alors déjà en 2023, un gros sujet. Va falloir voir aussi, voilà, les boîtes qui tiennent et celles qui s'arrêtent, parce qu'il y a de tout aujourd'hui quand on parle de santé mentale. La santé mentale, c'est primordial et c'est un enjeu business aussi, parce qu'avoir des gens en bonne santé, enfin, la définition de la santé de l'OMS, c'est le bien-être physique, mental et social. Donc quand on prend soin des gens avec lesquels on travaille, bah forcément on a directement derrière une rentabilité. C'est affreux à dire, mais finalement c'est ça, c'est de se dire, quand on investit dans la santé mentale, c'est un ROI qui est toujours positif. 1, 3, 4, 5, 6, il y a plein d'études. Et on parlera tout à l'heure de méditation avec Petit Bambou. On va avoir le fondateur à votre place. On parlera aussi de ça avec lui. Merci beaucoup Yannick Mercieris, directeur de la rédaction Daily Swile, et Nolwenn Pigot, experte marketing tech et data chez Golden Bees, Figaro, Classify. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot.